Bonjour. Alors, le cours d'aujourd'hui va porter sur Watteau. Je suis énormément redevable au cours sur Watteau de Cécile Lecamp, qui travaille pour l'association des mots et des arts comme conférencière, qui normalement promène ces groupes dans Paris afin de leur montrer directement les œuvres et les monuments dans les musées ou dans la ville, mais qui, là, en l'occurrence, fait d'excellents cours sur Zoom et c'est tout à fait passionnant. Donc, c'est elle qui m'a donné tous les éléments factuels dont je vais me servir pour ce cours afin de développer une hypothèse personnelle, en revanche, sur la tuberculose et son influence sur les artistes de l'Ancien Régime, enfin, tant poètes que peintres, etc. Et quand je parle des artistes, je parle évidemment de l'ensemble de la population dont les artistes ne sont en quelque sorte qu'un reflet. Alors Watteau, qui est ce Watteau? Donc un peintre du XVIIIe siècle. Il est né à Valenciennes et son père était couvreur, un père pas marrant, hein, semble-t-il. Or, ce garçon a pu faire de la peinture. Ça paraît étonnant parce que sous l'Ancien Régime, en général, bon, c'est un système patriarcal traditionnel avec des fils et des pères. Donc le père fait un métier et le fils fait le même métier. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de roulement comme ça, de tradition. Et c'est tout à fait curieux qu'avec un père couvreur, Watteau ne soit pas devenu couvreur lui-même. Alors donc, il faut peut-être incriminer d'emblée la tuberculose, qui est vraiment, j'allais dire la maladie du siècle, mais non, mais la maladie des siècles, une maladie terrible qui a décimé des populations entières et dont on voit en quelque sorte les effets négatifs à travers la vie des écrivains et des écrivaines, ainsi que des artistes qu'on va voir aujourd'hui autour de Watteau. Donc Watteau, que dire de lui? Qu'il est tout à fait anormal donc qu'il devienne peintre. Il est probable qu'il subit dès le plus jeune âge les attaques de cette maladie qu'il emportera à 36 ans et que du coup, bon, ben, il devient peintre parce que ça semble moins épuisant que d'être couvreur, naturellement. C'est possible que ça ait pu jouer. Toujours est-il que ce peintre est connu pour les fêtes galantes qui normalement évoquent quelque chose d'infiniment joyeux. Vous voyez, des fêtes galantes. Galant, c'est comme quand on dit en galante compagnie, donc une idée quand même de beau monde, hein, d'aristocratie, d'élégance, etc. Et les fêtes galantes, c'est vraiment, on a une espèce de tradition au XVIIIe siècle de l'extraordinaire développement des fêtes qui a eu lieu au siècle précédent dans les milieux aristocratiques. Je pense bien sûr à toutes les fêtes organisées à la cour de Versailles, avec les plaisirs de l'île enchantée, des machineries, des cascades d'eau, et même quand on y pense, hein, le système des grandes eaux à Versailles et tous les bassins avec les jets d'eau, etc., qui supposaient des machines infernales planquées dans les, dans les sous-sols enfin bon, comment dire, invisibles aux yeux des visiteurs et des visiteuses, mais particulièrement importante pour faire tourner tout ça. Là aussi, ça participe d'un esprit de la mise en scène, de la fête. Pensez peut-être au bosquet de Diane, hein. Vous avez des statues blanches au fond d'un bosquet très frais, avec au fond une grotte entièrement artificielle, magnifique, incrustée de pierres précieuses, enfin de lapis-lazuli. Vous voyez tous ces effets-là qu'on voit à Versailles partout, des cascades, des mises en scène, des amphithéâtres où l'eau s'écoule. Bon, on est vraiment déjà dans l'esprit de ces fêtes qui vont faire l'objet de la passion de Watteau. Alors Watteau représente les fêtes galantes et vous avez devant vous ce tableau que tout le monde appelle l'embarquement pour Cythère, qui s'appelle en réalité le pèlerinage dans l'île de Cythère. L'île de Cythère, c'est l'île de Vénus, c'est l'île de l'amour, et c'est censé être un tableau qui fête l'amour et qui fête le culte de Vénus. Or, quand on regarde de près,
on est quand même frappé par une ambiance assez triste, de ce pèlerinage amoureux. Moi, j'ai toujours dit que ça ressemblait pour moi au Havre gris de Tolkien. Vous voyez, c'est pas très gai, hein, les havres gris, c'est là où tous les héros vont plus ou moins se dissoudre dans une espèce d'incertain paradis de la paix, de l'oubli, enfin bon, c'est pas d'une grande gaieté. Et alors là, au loin, l'île de Citer avec des sommets, étrangement, déchiquetés et enneigés, enfin. Alors évidemment, il y a tout un tas de choses qui pourraient être positives, comme la statue de Vénus, hein, que vous voyez à droite, et puis, la petite barque pour s'embarquer, pour aller faire le pèlerinage, où vous avez la coquille, hein, ça c'est un détail qu'avait remarqué, Cécile Lecamp, la coquille qui n'est pas sans évoquer bien sûr Botticelli, la Vénus, de Botticelli, dans sa coquille. Alors, nos personnages ne sont pas gais. Ils n'ont pas l'air d'avoir envie de s'embarquer pour Cythère, ni même d'y faire un pèlerinage. Alors vous avez un premier couple, à droite, là, composé d'une femme et d'un homme. L'homme semble faire la cour à la femme, mais tout ça ne dégage pas, une impression de tendresse immense. Ensuite, vous avez un homme qui semble, relever une femme et puis ensuite une scène centrale où vous voyez la femme qui se détourne très nettement de l'homme, l'homme qui la bon, elle tient un bâton, enfin, il est temps de partir pour le pèlerinage. Vous voyez, elle a son bâton de pèlerine, mais bon, ça a pas l'air, ça a pas l'air passionnant, disons, ce qui se passe, hein. Et derrière, pareil, tous les petits personnages, ne témoignent pas d'une grande gaieté. Alors, on peut se demander pourquoi, voilà un détail, hein, vous voyez ici cette femme, qui tient son bâton enlacé par le bonhomme et qui regarde en arrière, comme si elle avait un regret quelconque, qui regarde pas le bonhomme, qui l'enlace, qui semble pas s'intéresser du tout à la scène et qui ne dégage pas une impression de joie. Autre exemple, un tableau, qui s'appelle, «La perspective» ou un titre comme ça, enfin bon. Alors des arbres, très grands, automnaux, un peu tristounes, vaguement déplumés, pas très gais. Alors les couleurs ont peut-être changé parce que Watteau peignait, ne peignait pas avec toutes les bonnes techniques, hein. Il mettait gras sur gras, vous voyez, il peignait à l'huile, il attendait pas que ça sèche, il mettait une deuxième couche, il attendait pas que ça sèche. C'était l'époque des glacis, hein. C'est-à-dire pour peindre, on peignait surtout pas à l'aprima, c'est-à-dire, en prenant de la peinture et en faisant pouf, 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 sans se préoccuper d'effets de transparence. Non, non, il fallait que la peinture soit profonde et transparente, c'était indispensable. Donc il fallait rendre des effets vous voyez, de tissus, d'arbres, d'air aussi, de sol, enfin. Et donc il est possible que les couleurs aient beaucoup viré, que soient beaucoup transformées à cause de cette façon de peindre qui supposait normalement d'attendre très longtemps. Avec l'acrylique, maintenant, ça va beaucoup plus vite. Vous faites mettons une couche, vous faites ensuite ce qu'on appelle un glacis, c'est-à-dire une autre couche, d'une couleur légèrement différente et très diluée. Vous attendez que ça sèche et de couche en couche, vous obtenez quelque chose, qui finit par avoir beaucoup de transparence, surtout si vous mettez un peu de vernis à retoucher, entre les couches, qui sert justement à isoler éventuellement des couches, à revenir. Enfin, vous voyez le genre de peinture sur couche, bon, que pratiquait Watteau et comme il allait trop vite, il n'avait pas le temps, hein. Watteau, c'est quelqu'un qui avait pas le temps. Mais ça s'explique, hein, la tuberculose, est vraiment en arrière-fond, à mon avis, de sa vie et de sa peinture. Alors qu'il dégage, vous voyez, toujours cette espèce de mélancolie. Alors vous voyez tous ces gens là, pareil, alors toujours, la même structure, hein, des couples hétérosexuels, en train de, prendre du bon temps dans des paysages, de s'amuser, de faire de la musique, de faire la cour, de contempler, la perspective au loin et personne n'a l'air d'être avec personne. C'est-à-dire ils ne se regardent pas, vous voyez le profil perdu de la femme en gris bleu là à gauche? Je vais la montrer avec ma souris si ça marche, voilà. Elle a un profil perdu, c'est-à-dire elle regarde pas le monsieur qui est là. Le monsieur, il lui montre je sais pas quoi, mais elle regarde derrière. Vous voyez la façon dont est fait le construit le profil, hein, ça s'appelle le profil perdu, ce genre de façon de construire un profil. Bon, toujours est-il qu'il semblerait que Watteau ait toujours été, un peintre, qui utilisait des figures qu'il dessinait dans un carnet
et qu'il les assemblait peut-être, sans aucune volonté de montrer des interférences entre les personnages. Alors, c'est-à-dire qu'il y a 2 hypothèses, ou alors on considère que Watteau est un peintre d'une grande mélancolie, et c'est ce qui semble, se dégager, hein, de ces peintures que je vous montre, ou alors, il faut se dire qu'il peignait, des petits personnages, dont il avait les modèles dans des cahiers, enfin, il avait lui-même fait des petits dessins de personnages dans telle ou telle position, le plus naturel possible, et qu'il les assemblait sur la toile, sans se préoccuper tellement, du sens, hein, que la toile était censée avoir. Alors ça, c'est, vous voyez, même si on tient à la 1re hypothèse, c'est celle de la mélancolie de quelqu'un qui travaille en étant miné par la maladie. La seconde, c'est l'hypothèse de quelqu'un qui poserait des petits personnages comme ça. Mais pourquoi il ferait ça? Enfin, vous voyez, quel intérêt de poser des petits personnages, de dire: «Ah bah tiens, je vais faire ci, je vais faire ça». Je crois qu'il faut peut-être aller plus loin et se demander de quoi il s'agit vraiment. Alors, on a souvent dit que Watteau, c'était un peintre du théâtre. C'est-à-dire qu'il représentait, des scènes de théâtre. D'ailleurs, assez bizarrement, les personnages, ils ont souvent des costumes qui pourraient être des costumes de théâtre. Donc, est-ce que les décors, c'est pas des toiles peintes? Vous voyez la toile peinte dans la toile peinte, vous voyez une espèce d'effet de mise en abîme. Est-ce que les personnages eux-mêmes, c'est pas des acteurs? Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser à la tradition très connue encore à l'époque de Watteau, qui date surtout du XVIIe et du XVIe, mais qui était encore très connue, qu'on appelle le théâtre du monde, le Theatrum Mundi. Donc là, je repique, dans la littérature, hein, texte et images, art et littérature, hein, c'est notre intitulé, pour vous expliquer comment ça a eu de l'importance, cette histoire de théâtre du monde. Alors, en général, vous connaissez un bout de As You Like It de Shakespeare, comme il vous plaira. Vous avez un personnage qui s'appelle Jacques, qui est un malcontent, malcontent, c'est un mélancolique, un personnage, sombre, affecté d'un tempérament mauvais, de la bile noire, enfin, il y a tous ces éléments-là. Et Jacques fait un monologue où il dit, «Nous sommes tous des acteurs et des actrices sur le théâtre du monde. Nous faisons un petit tour sur le théâtre et c'est fini». Et c'est pas isolé, hein, cet exemple. Je vous citerai également Calderón de la Barca, donc Calderón, hein, dramaturge espagnol du XVIIe siècle, qui a écrit notamment un auto sacramental, c'est-à-dire une pièce, à connotation plus ou moins religieuse qu'on jouait, les jours de fête-Dieu, en plein air, devant tout le monde, dans les villages. Enfin, vous voyez le genre de pièce religieuse qui évoque un peu, quoique un peu plus tard dans le temps, les mystères, de la tradition médiévale française, disons des mystères. Et alors cet auto sacramental s'intitule El Gran Teatro del Mundo, c'est le grand théâtre du monde. Donc vous voyez défiler sur la scène divers personnages typiques, le roi, qui est prêt à vendre, tout son bien pour ne pas mourir, mais bon, qui n'y arrive pas. L'enfant mort, né qui dit: «Ah ben, mon rôle au moins il est pas long à apprendre». La sagesse religieuse qui dit, «J'en ai marre, je vais devancer l'appel, cette vie est complètement idiote, autant en finir tout de suite et rejoindre Dieu rapidos». Qu'est-ce qu'il y a encore comme personnage? Enfin, vous voyez des personnages typiques comme ça, et vous avez El Autor, donc ça c'est le metteur en scène, El Autor, hein, c'est pas l'auteur, c'est le metteur en scène qui dit: «Je n'interviendrai pas». Donc il regarde cruellement, les pauvres humains se bagarrer et souffrir, et cetera. Alors je me demande si cette tradition n'est pas assez présente, chez Watteau, et on pourrait le penser à travers, une des peintures les plus connues de Watteau, c'est le Gilles. Alors on l'a appelé après le Pierrot, mais enfin c'est un Gilles, c'est le pauvre Gilles. Et ça, c'est une peinture très, très grande, alors différente des autres. Les autres sont toutes petites, hein, c'est du 18-24 comme format. Vous voyez, c'est du je sais pas combien, 4F, enfin c'est tout petit. Alors que là, je sais pas, 4F, j'en sais rien, enfin, mais c'est un tout petit format. Alors que là, c'est immense et vous avez ce tableau au Louvre, et là encore, c'est assez curieux parce que, il y a une hypothèse suivant laquelle ce serait une enseigne, hein, qui avait été faite par Watteau pour un copain qui avait arrêté le théâtre, qui avait pris sa retraite en quelque sorte,
et donc le théâtre continue derrière lui. Vous voyez, les personnages très, très bien habillés derrière, un âne, un personnage avec une fraise, qu'on portait plus du tout à l'époque. Enfin, vous voyez tout ça, et devant le pauvre Gilles avec ses bras trop longs et pendouillards, son air, complètement, hors du coup, si j'ose dire. Alors voilà, donc on peut se demander, si vraiment c'est une enseigne pour un copain ou si c'est pas, une évocation là aussi de quelque chose de très triste, c'est-à-dire le théâtre du monde continue allègrement derrière, et le pauvre Gilles, est devant, et il est en train de sortir du théâtre. Vous voyez, il est plus dans le théâtre est derrière, mais lui, il est sur une espèce de, comme s'il attendait, tout jeune qu'il est, le moment de passer de l'autre côté, quoi. D'ailleurs, il a l'air un peu d'un fantôme, hein. Alors tout ça, c'est des interprétations que je fais, d'une façon que vous n'êtes pas du tout obligé de partager, hein. C'est évident que c'est mes interprétations personnelles, à la lumière de la vie extrêmement brève, de Watteau, et du fait que quand on avait, ce qu'on appelait la phtisie à l'époque, enfin la tuberculose, on voyait mourir, ses frères et sœurs, ses parents, enfin on voyait mourir beaucoup de gens autour de soi, et on savait qu'on allait mourir, très jeune également. Alors c'est ce qui est arrivé, donc là, j'ai encore 2 images de Watteau. Oui, ça c'est le Savoyard à la marmotte, c'est plutôt rigolo, les Savoyards montraient des marmottes, c'était à l'époque, c'était les montreurs de marmottes étaient légion. Bon, ça paraît étrange que plus personne ne montre des marmottes dans la rue maintenant, mais bon, ça se faisait à l'époque, et ça c'est un petit chien, type phalène, type épagneul nain continental, qu'on voit dans un des tableaux de Watteau. Voilà. Alors, si je vous ai mis ici le portrait du poète anglais Keats, c'est parce que justement par rapport à la tuberculose, c'est pour étendre un peu ce thème de la maladie qui mine, dès le plus jeune âge, et qui conduit, les écrivains et écrivaines à des carrières, vous allez le voir, extrêmement courtes. Donc autant, Watteau est mort à 36 ou 37 ans, autant lui, Keats, il est mort à 25 ans, et il a eu le temps pourtant d'écrire, de fabuleux poèmes, qui sont restés dans la littérature anglaise à juste titre. Alors ils allaient tous en Angleterre, hein, enfin bon, lui c'est normal, il était anglais, mais du coup il est allé après en Italie pour essayer de trouver un climat meilleur, pour soigner sa tuberculose, bon, en vain bien évidemment, hein. Mais quant à Watteau, il s'était rendu l'avant-dernière année de sa vie en Angleterre pour voir sans doute un médecin spécialiste de la tuberculose, et on recommandait, à l'époque aux poètes, malades, enfin aux personnes malades, d'aller dans la région des lacs. On pensait que les lacs, avaient un côté apaisant, d'être près d'un lac, que l'air était pur. Enfin, il y avait tout un tas de, disons, de tentatives pour éradiquer ce fléau abominable qu'était la tuberculose. Donc Keats a vu mourir, tous ses frères, ses sœurs, sa famille, enfin tout le monde. Donc c'était ça aussi, hein, la la tuberculose, et là, je passe à la famille Brontë. Donc vous avez ici Émilie Brontë, l'autrice, des Hauts de Hurlevent, un chef-d'œuvre là aussi de la littérature anglaise, et elle est morte elle aussi extrêmement jeune, et dans la trentaine, je ne sais plus très bien son âge, mais très, très jeune, et elle n'a pas eu le temps d'écrire autre chose que ce chef-d'œuvre-là. On imagine s'il n'y avait pas eu la tuberculose, tout ce qu'Émilie Brontë aurait pu écrire. Dans la famille Brontë, celle qui a eu encore moins de chance, c'est Anne Brontë, écrivaine également, mais qui a écrit si peu de choses et qui est morte si jeune, qu'on n'a pratiquement pas, gardé trace de son œuvre. Je vous mets ici Thérèse de Lisieux, morte à 23 ans. Alors elle a écrit une seule œuvre, elle aussi, Histoire de ma vie, qui est un texte, très, très intéressant, notamment pour la grammaire. Elle est parmi les premières à avoir eu la sensibilité, grammaticale, de trouver que le masculin majoritaire était une souffrance. C'est très intéressant ces quelques mots, dans Histoire de ma vie de Thérèse de Lisieux, où elle dit: «Mais quand même, que de souffrance engendre cette habitude stupide de tout accorder au masculin». Donc une sorte de proto-féministe, hein, Thérèse de Lisieux, entrée au couvent très jeune et morte à 23 ans, là encore, de la tuberculose. Et pour finir, je vous ai mis Simone Veil,
Vous voyez, alors Simone Veil, on est plus tard, hein, et vous vous dites: «Mais, c'est terrible, enfin, comment dire? Le temps qu'on a mis à éradiquer ce fléau de la tuberculose, à éradiquer, à vacciner, hein, contre la tuberculose, le BCG et cetera, le bacille, enfin comment tout ce travail scientifique, a permis, de prolonger la vie. Donc c'est pour dire que les fléaux, ça peut être les épidémies et cetera, mais ça peut être aussi des maladies de fond et comme ça, comme la tuberculose. Et pour finir, évidemment, je ne peux que citer le magnifique roman de Thomas Mann, La montagne magique, que je vous conseille absolument de lire. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'émouvant et pas seulement, par rapport à la tuberculose qui là aussi constitue le fond de l'affaire. Donc voilà, je vais, par la suite aborder, d'autres, auteurs, autrices, peintres et pictoresses, liés à la thématique littérature et art. Mais donc là, j'arrête avec ce cours peut-être un peu triste, hein, sur la tuberculose et sur les œuvres, qu'ont laissées ces peintres, ces artistes qui ont une vie, extrêmement brève et qui ont pourtant laissé des œuvres. Merci.